Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour le compte de votre magazine Tribune, un magazine sociopolitique qui décrypte l'actualité. Et je m'aimerais profiter de cette occasion pour vous souhaiter un meilleur vœu, bonne année 2025. Et pour ces numéros, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux pour l'année 2025 qui s'ouvre, messieurs Isidore Apakwa. Il est analyste politique, mais également chef de travaux à l'Université pédagogique nationale UPN au département des sciences politiques et administratives. Bonjour et bienvenue. Merci madame, bonjour à vous autant. Merci, c'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Je venais de vous présenter tout à l'heure comme étant scientifique, oui, mais aussi analyste politique. Oui. Souvent, quand on parle de la politique, on dit c'est l'art de mentir. Vous, en tant que scientifique, essayez un peu de nous éclairer sur cette question-là. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, dans l'imaginaire, ouais, le commun des mortels pense que la politique, c'est pour mentir. C'est-à-dire que quand on est acteur politique, quand on pratique la politique, il faut user des mensonges, être démagogue. Pourtant, quand on parle de la politique n'est pas un mensonge. La politique permet d'organiser la société. C'est-à-dire, quand nous parlons de la politique, on se réfère de l'organisation de la société en vue de satisfaire les besoins de base exprimés par le peuple. Et ces besoins sont nombreux. Il y a des besoins individuels, il y a des besoins collectifs, mais aussi il y a des besoins institutionnels. Et donc, la politique est là pour l'organisation de la société. Mais aussi, ce concept politique peut être défini dans plusieurs dimensions. C'est-à-dire quoi? C'est un concept polysémique. Il est polysémique parce que depuis l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, il y a eu beaucoup d'écoles, il y a eu beaucoup de réflexions autour de la notion politique. Et vous êtes sans ignorer que les auteurs sont arrivés à dégager des acceptions pour expliquer les concepts politiques. D'abord, l'acception minimaliste, c'est-à-dire l'acception particulariste. Et quand nous parlons de l'acception particulariste, là, nous parlons du concept politique comme comportement. Et quand je parle du comportement, nous voyons le comportement des acteurs, c'est-à-dire les gestes, les langages. Et aussi, la politique peut être définie dans son sens minimaliste ou particulariste comme l'action, c'est-à-dire l'art de gérer la cité. Et la politique, toujours dans le cadre de l'acception minimaliste, peut être définie comme programme. Programme du gouvernement, programme de tel ou tel ministère. Mais aussi la politique peut être considérée comme une stratégie, l'intelligence qu'on développe pour surmonter, n'est-ce pas, une situation. Surmonter une situation, les programmes qu'on a mis sur pied pour relever un défi au sein de la société. Donc la stratégie qui est synonyme, n'est-ce pas, de l'intelligence. Et la politique, surtout quand nous parlons de l'acception minimaliste, il faut savoir que le comportement des acteurs peut être résumé en quelque sorte à travers les enjeux. L'enjeu en politique, c'est ce qu'on peut gagner ou perdre dans une compétition. Ça peut aussi se résumer en termes de ressources, c'est-à-dire les ressources disponibles, qu'on appelle parfois les ressources politiques, qui devraient accompagner l'action politique, qui devraient permettre à matérialiser un programme politique. Mais la politique aussi peut être définie selon une acception
une tendance minimaliste. Et donc, quand nous prenons la tendance minimaliste, nous nous référons de l'organisation globale de la société, c'est-à-dire l'organisation de la nation en vue de satisfaire les besoins de base exprimés par les citoyens, c'est-à-dire le peuple. Et cette organisation de la nation n'est rien d'autre que l'État. L'État, c'est la plus grande institution. L'État est organisé pour rendre la vie en commun. C'est-à-dire quoi? L'État est là pour organiser la communauté, pour créer des conditions meilleures qui vont permettre à la communauté qui accepte de se réunir, de vivre une vie heureuse, c'est-à-dire de quitter l'état initial et d'inventer la propriété. Voilà de manière générale, mais dire que la politique c'est Là, du mensonge. mensonge, Rien à voir. si elle devient mensonge parce que si les acteurs politiques qui n'arrivent pas à matérialiser ce qu'ils disent, parce que surtout les démocrates bénéficient de ce qu'on appelle la satisfaction de l'opinion. Satisfaction de l'opinion, c'est-à-dire quoi? Ils promettent, ils font des promesses à la population. Ils promettent, mais vous allez voir que dans les faits, c'est le contraire. C'est-à-dire quoi? Ils vont dire, nous allons arranger des routes, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, mais dans la pratique, rien ne se fait. Et voilà, c'est par là que nous allons dire que la politique devient la démagogie ou science des mensonges parce que les acteurs n'arrivent plus à réaliser les objectifs assignés, organiser la société comme elle se doit dans le respect des règles établies. Et cette règle établie n'est rien d'autre que la Constitution. Voilà de manière générale. Très bien. En tout cas, on vous croirait devant un auditoire des étudiants. Oui. Vous êtes en train de dispenser les cours. Et en ce qui concerne, vous dites que la politique est l'organisation de la société ou de la nation, mais dans le contexte de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, le gouvernement souminois est en place depuis le 1er avril 2024. À peu près, nous tendons déjà vers 9 mois, si on peut dire comme ça. Aujourd'hui, on peut dire si la population congolaise est-elle satisfaite de la gestion de ces gouvernements qui doit organiser la société? Merci beaucoup, madame. La mission principale d'un gouvernement, oui, au regard de l'article 91 de la Constitution, c'est celui d'abord de définir la politique de la nation en concertation avec le président de la République, mais aussi de conduire la politique de la nation. Et c'est sous l'impulsion du Premier ministre que le gouvernement devrait, n'est-ce pas, conduire cette politique de la nation. Parce que quand on est Premier ministre, on est considéré comme capitaine de l'équipe. Très bien. On doit effectivement conduire les autres, c'est-à-dire conduire les navires. Et donc, ce n'est pas tard de faire une appréciation ou d'évaluer l'action gouvernementale sous la conduite de Mme Souminois. Il y a quand même des avancées, on ne peut pas nier sur certains secteurs, mais il y a beaucoup à faire parce que jusque-là, je vous donne un exemple, vous allez voir que sur le plan social, il y a beaucoup de frustrations. Il y a des grèves par-ci, par-là. Grande sociale, on Voilà. peut dire. Heureusement que les médecins ont levé leur grève depuis le 15 janvier. Oui. Et donc, le gouvernement, jusque-là, doit matérialiser son programme. Le programme a été investi le 11 juin 2024. Et donc, nous devons effectivement voir la matérialisation de ce programme. Et chaque ministre dans son département est politiquement responsable. Donc, il y a plusieurs défis qui s'imposent devant nous en tant qu'État, entre autres que le gouvernement est appelé à relever, entre autres les défis sécuritaires. La République démocratique du Congo devient une proie où l'insécurité bat son record, surtout dans sa partie orientale. Et donc, le gouvernement doit nécessairement travailler pour que la paix revienne.
Et donc, c'est un défi majeur. Sur le plan des affaires étrangères, il faut une diplomatie agissante qui permet, n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo de redorer son image. Mais on dirait que cette diplomatie ne produit pas ses effets. Vous souviendrez de la rencontre qui aurait peut-être apaisé la situation de la partie orientale, mais malheureusement qui n'a pas eu lieu entre notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, et Paul Kagame du Rwanda. C'est ça. Bon, sur cette situation, je pense qu'il revient aux acteurs de la région de Grand Lac, c'est-à-dire les différents responsables politiques, d'éviter ce qu'on appelle l'esprit malin. Je pense que le président de la République a été totalement ouvert envers son collègue du Rwanda, c'est-à-dire son homologue du Rwanda, pardon, et cela pourrait permettre à ce que ces assises de Luanda pourraient nous amener à la paix. La paix. Malheureusement, l'autre, il a décliné. On suppose que quelque part, il y a l'agenda. Il a un agenda. Un agenda caché. Oui, caché. Mais le chef de l'État, il a été ouvert. Et aussi, il veut à ce que la paix revienne dans la région. Mais est-ce qu'au stade actuel, on peut encore compter sur cette diplomatie? Parce qu'on s'est dit que, bon, maintenant là, vous êtes sans ignorer que les FARDC sont en train de se battre contre les M23 et nous sommes en train de récupérer d'ailleurs certaines localités. Oui. C'est une bravoure que nous devons tous en tant que patriotes soutenir nos FARDC. Mais est-ce qu'il faudra-t-il encore compter sur la diplomatie? Il faudra passer à une autre étape. Voilà. Il faut toujours utiliser tous les fonds. Ok. Il ne faut pas seulement parler de fonds militaires. Aujourd'hui, la RDC ou soit l'armée congolaise gagne certaines localités. Mais nous ne pouvons pas effectivement abandonner l'approche diplomatique. Okay. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un État qui prône la paix. Et donc, quand nous prônons la paix, signifie quoi? Nous devons toujours être ouverts aux autres et chercher à négocier pour que la paix revienne. Ce n'est pas un front que nous devons nécessairement rejeter. Mais néanmoins, en tant qu'État, nous devons nous imposer, c'est-à-dire quoi? La voie du feu, l'armée doit nécessairement jouer son rôle pour que nous retrouvions notre intégrité territoriale qui est totalement menacée. Voilà. Voilà, pendant que nous parlons de la situation sécuritaire, il y a le troisième président de la République démocratique du Congo, je cite M. Laurent Désiré Kabila, d'où nous célébrons le 24 ans depuis son assassinat, qui a légué à la population congolaise, aux générations présentes et aux générations futures, n'est jamais trahir le Congo. Mais comment vous prenez cette approche quand vous voyez que de Congolais qui s'unissent aux ennemis pour nuire à la nation. Et en tant que scientifique, en tant qu'analyste politique, comment expliquez-vous cette approche? Moselle Laurent Désiré Kabila, c'est une école. Parce que l'adage n'est jamais trahir le Congo doit être intériorisé. Et pérennisé. Pérennisé. Et donc, il a mené un combat décisif contre l'impérialisme et il voulait à ce que le peuple congolais puisse vraiment vivre une vie heureuse et effectivement puisse rester dans la célérité, c'est-à-dire dans la paix, parce qu'il n'a pas voulu cette exploitation rwandaise, bien qu'il a été soutenu par les Rwandais pour arracher le pouvoir, c'est-à-dire conquérir le pouvoir chez le maréchal Mobutu, mais néanmoins, il n'a pas voulu à ce que cette aventure puisse continuer, que les Rwandais puissent effectivement continuer à imposer son hégémonie sur le sol congolais. Et donc, Mosep, pour nous, Congolais, nationalistes, c'est un modèle. Parce que son idéologie
d'abord de ne pas trahir le Congo doit nous intérioriser et nous sommes appelés en tant que Congolais de soutenir les FARDC, c'est-à-dire de soutenir notre pays. Soutenir le pays, on peut être de l'opposition, on peut être de la majorité. Devant l'ennemi, nous devons faire bloc. Bloc autour du chef de l'État, parce que c'est lui le symbole de l'unité nationale. Pour que, en tant que commandant suprême des forces armées, nous pouvons effectivement réunir nos idées, réunir nos stratégies pour qu'on parvienne, n'est-ce pas, à goûter hors l'état de nuire l'ennemi. Okay. Oui. Voilà, nous continuons cette émission en parlant de l'ennemi. Aujourd'hui, les ennemis ne sont pas que ceux-là qui trahissent le Congo. Le chef de l'État l'a mentionné dans un de ses discours. Hein. Nous étions, je crois, dans la ville de Kisangani. Il a parlé des ennemis, ceux-là qui ne soutiennent pas les FARDC. Aujourd'hui, même si les FARDC sont en train de faire de prouesses, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas là pour encourager, mais qui sont là pour vanter la position de l'ennemi. Tout ça, c'est vraiment condamnable à votre avis, ou ils sont libres parce que nous sommes en démocratie. Parce que la politique, c'est aussi la démocratie. Il faut accepter que chacun ait son penchant pour qui que ce soit. Merci beaucoup, madame. Nous devons, en tant que Congolais, d'abord, le pays est menacé. L'État congolais, il est en crise. Et donc, nous devons, en tant que peuple, s'aligner derrière le chef de l'État. Et les FARDC. Mais aussi, lui, en tant que commandant suprême des forces armées, et aussi, effectivement, soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo pour, effectivement, neutraliser l'ennemi. Et donc, jusqu'à son dernier retranchement. Vous avez parlé de la démocratie. La démocratie n'est pas le libertinage. Très bien. Qui dit démocratie, bien qu'elle repose sur certaines libertés politiques, économiques, sociales, mais ces libertés-là doivent effectivement savoir qu'il y a l'État. Et l'État impose son autorité sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, en tant que Congolais, nous ne pouvons pas avoir une opinion contraire. On ne peut pas avoir une opinion contraire. Très bien. Pour dire que, voilà, l'État est menacé, c'est parce qu'il y a ça, non. Nous devons, bien au contraire, soutenir les efforts. Unir les forces. Des forces armées de la République, soutenir le gouvernement, mais aussi là où il y a des failles. Il revient au gouvernement, c'est-à-dire au pouvoir, de réunir toutes les forces. Vive la nation autour de la table et comment réfléchir, comment réunir des stratégies pour effectivement sauver la nation qui est menacée. Et donc, nous ne pouvons pas être à côté des ennemis, soutenir les ennemis dans leur position pour que de plus en plus l'État soit toujours affaibli ou l'État soit toujours menacé. Donc, le souci qui est le nôtre, c'est de voir tous les Congolais, tous les acteurs politiques se réunir autour... De gauche comme de droite. Oui, parce que la nation est menacée. Et donc, nous devons nécessairement renforcer l'union sacrée de la nation. L'union sacrée de la nation autour du président de la République. Parce que c'est lui le symbole de l'unité nationale. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, nous devons nécessairement le soutenir parce que la nation est totalement en danger. Menacée. Menacée. Oui. Voilà, un autre sujet qui fait l'actualité, qui fait la une d'ailleurs, c'est la révision de la Constitution. Puisque nous parlons de la révision de la Constitution, aujourd'hui, est-ce que beaucoup de gens, l'opposition et la majorité aujourd'hui, qui font bloc contre le pouvoir, et ils disent que on peut pas, on doit revenir sur la Constitution de la République. Ça veut dire ils ont fait un bloc contre les chefs de l'État
pour ne pas modifier la Constitution ou reviser la Constitution. Est-ce que la Constitution, ma question en tant qu'analyste politique, la Constitution elle-même ne se protège pas? Il faudra-t-il avoir des opposants ou de citoyens congolais qui se constituent en front pour protéger cette Constitution aujourd'hui qui est menacée, comme qui dirait la République démocratique du Congo qui est menacée par l'ennemi, le Rwanda? Merci beaucoup, madame. Une nation ne peut pas s'évoluer aujourd'hui sans la Constitution. La Constitution, elle est considérée comme le socle, le roc, c'est-à-dire c'est la Constitution qui permet, n'est-ce pas, d'organiser l'État, d'organiser le pouvoir politique au sein de l'État. Et cette Constitution a aussi une importance pour la vie d'une nation parce que c'est la Constitution qui détermine les droits. Et effectivement, les libertés des citoyens, les droits fondamentaux, les libertés des citoyens. Et donc, nous devons, cette Constitution limite le pouvoir du monarque. Le débat, c'est un débat démocratique. Oui. Parce que la Constitution elle-même, elle a prévu les mécanismes qui devraient accompagner sa révision. Parce qu'il faut toujours savoir que la Constitution, c'est une matière vivante. Elle est vivante. Elle connaît un cycle biologique comme tout être humain, comme tout être vivant. C'est-à-dire, la Constitution peut être créée, la Constitution peut évoluer au fil du temps par rapport aux réalités, par rapport à la conjoncture, c'est-à-dire selon les contextes politiques, économiques, sociaux, culturels. Et donc, nous avons une constitution d'abord qui est beaucoup plus rigide, parce que le mécanisme ou la procédure de sa révision, elle est prévue par la Constitution. Ce n'est pas comme une loi ordinaire votée au Parlement. Mais il y a un mécanisme renforcé, supérieur à celui, pardon, parce que nous parlons du mécanisme, à celui d'une loi ordinaire votée au Parlement. Qu'est-ce que cela signifie, madame? Le débat autour des révisions, le débat autour des changements, d'abord parlons de la révision constitutionnelle. Oui. La révision constitutionnelle, elle est prévue. Mais vous devez, ce sont des termes, des terminologies. Parler de la révision, parler du changement de la Constitution, prenons la révision. La révision peut être partielle. La révision aussi peut être totale. Et quand il y a une révision totale, c'est déjà le changement de la Constitution. Okay. Et ces changements ne peuvent venir que si la communauté, c'est-à-dire le peuple souverain, constate que la Constitution que nous avons ne s'adapte plus aux réalités de notre société. Pourquoi pas la changer pour permettre à bien gérer les affaires de l'État? Ou soit pourquoi pas réviser certaines dispositions qui doivent, n'est-ce pas, s'adapter. La révision, comme je viens de dire, peut être partielle. Elle est partielle parce qu'elle peut toucher sur certaines matières. Donc, le constituant dérivé, quand il veut réviser la Constitution, il touche sur certaines matières. Parce que ces matières-là font l'objet parfois de dysfonctionnements dans l'organisation du pouvoir politique, où ces matières-là ne répondent plus aux réalités de la société. Et donc, il faut procéder à la révision. C'est-à-dire, certaines matières... Certaines dispositions. Oui, certaines dispositions, certaines matières... Qui sont inadéquates. Voilà. Vous avez vu en 2011, c'est la première révision. Oui. 5 ans après sa promulgation, c'est-à-dire le 18 février 2006, cette constitution a été révisée en 2011 par la loi numéro 11/002
du 20 janvier 2011. Et il y a eu 8 articles qui ont été révisés. Les constituants dérivés, parce que c'était le législateur congolais, a jugé bon, effectivement, de réviser certaines matières. Mais nous avons, qu'est-ce qu'on a observé, madame? Nous avons observé que, quelque part, il y a eu ce qu'on appelle la fraude constitutionnelle. Ça, c'est de un. Mais aussi, c'était juste pour renforcer le pouvoir du président Kabila de l'époque. Renforcer le pouvoir du président Kabila. Ou soit permettre sa réélection à la tête de l'État. Parce que parmi les articles qui ont été révisés, nous avons par exemple l'article 71 où le mode de scrutin de l'élection présidentielle a été modifié. On est passé de 2 tours à un seul tour. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus un débat démocratique quand il y a les élections présidentielles parce que les 2 candidats en liste, les 2 finalistes en liste, chacun devrait présenter son programme et il devrait y avoir un débat contradictoire. Malheureusement, vous allez voir qu'on a révisé l'article 71, c'est-à-dire 71 de la Constitution, et cela a réduit en quelque sorte la légitimité du président de la République. Parce que la Constitution, c'est un instrument qui légitime le pouvoir des dirigeants. Légalise, elle ne légalise pas seulement, mais aussi légitime le pouvoir des dirigeants. Aujourd'hui, un président de la République, il y a la majorité simple, il est dépourvu d'une certaine légitimité. Dans certains coins, il peut être contesté. Et à mon avis, c'était effectivement inopportun de réviser, et surtout c'était l'année électorale, parce que 2011, on avait organisé les élections, c'était inopportun de réviser cette disposition de la Constitution, l'article 71. Vous prenez d'autres dispositions, l'article 110 a été aussi révisé. Il a été révisé, mais quand vous voyez cette révision, c'est juste pour renforcer le pouvoir des gouvernants. Un député qui est nommé ministre, qui est nommé mandataire public, qui est nommé quelque part, son mandat est suspendu. Et quand son mandat termine, là où il est nommé, il peut toujours revenir. Revenir, siéger. Siéger. Donc, c'est en quelque sorte une manière de créer une élite politique qui n'arrive pas à accepter la circulation. Okay? C'est-à-dire qui cherche à confisquer le pouvoir. À s'éterniser. À s'éterniser au pouvoir. Et pourtant, les constituants originels voulaient à ce que quand on est nommé quelque part, on doit laisser son mandat, son siège à son suppléant. Voilà. Il y a l'article, par exemple, 126. Là, c'est quand même une bonne chose parce que le budget de l'État, aujourd'hui, on peut renvoyer la loi des finances par le président de la République pour une seconde lecture. Ça ne pose pas de problème. Mais il y a aussi cacophonie parce que vous prenez par exemple l'article 149. L'article 149 qui a été supprimé, on a supprimé les parquets rattachés aux cours des tribunaux. Et donc, les constituants originels ont constitué ça, mais est-ce que cela est réellement appliqué? Parce que nous voyons des parquets par-ci, par-là, tout ça. Et prenons par exemple l'article 197 et 197 et 198. C'est par là que je dis qu'il y a eu fraude constitutionnelle parce que la Constitution elle-même a émise des dispositions d'éternité. Parmi ces dispositions, entre autres, nous avons ce qu'on appelle aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pour réduire les prérogatives, les compétences des provinces. Mais on donne au président de la République le pouvoir, aujourd'hui, de dissoudre une assemblée provinciale, mais aussi de relever de ses fonctions un gouverneur de province. Voyez, c'est une manière de réduire les prérogatives des provinces confiées par les constituants originaires. Par les constituants originaires. L'article
218 aussi a été révisé. Entre autres, on donne au président de la République le pouvoir de convoquer le peuple congolais au référendum pour prononcer, n'est-ce pas, de la révision définitive de la Constitution. Et vous allez voir qu'on devrait installer de nouvelles provinces. Et les délais étaient impartis. Je suis d'accord qu'on devrait nécessairement réviser l'article 226 parce que l'installation devrait se faire 36 mois après, n'est-ce pas, l'installation des institutions politiques, c'est-à-dire le Sénat. Malheureusement, on était au-delà des délais. Et donc, on devrait réviser cet article, ce qui a permis à ce qu'on arrive à donner le pouvoir aux législateurs à travers une loi organique de déterminer les limites des provinces ou bien l'installation de nouvelles provinces. Mais actuellement, le débat, c'est autour. On ne refuse pas, madame. Le chef de l'État lui-même a été clair. Il a dit, je ne suis pas venu pour s'interniser au pouvoir, mais je vais laisser au peuple congolais un texte qui sera effectivement un texte qui va bien conduire les affaires de l'État. Parce que lui-même a dit à Kisangani qu'il n'est pas venu pour... Les opposants ont du mal à croire à cette phrase, hein, que je ne suis pas venu m'éterniser au pouvoir. Mais néanmoins, comme il a promis de créer une commission constitutionnelle, de créer, c'est-à-dire qui va réunir toutes les catégories scientifiques, à mon avis, je pense qu'on devrait ne pas s'atteler sur le nombre de la durée du mandat du président de la République. Parce que c'est pas là où le débat blesse. Mais si le peuple est souverain, parce que quand vous lisez l'article 5 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple. Si le peuple est souverain, trouve que nous pouvons effectivement réviser définitivement ou changer notre constitution ou procéder à des réformes constitutionnelles comme dit souvent le chef de l'État, qu'on arrive effectivement à changer le mode de scrutin, à changer le suffrage. Par exemple, on peut passer du suffrage universel direct au suffrage universel indirect. C'est le peuple congolais qui est le seul arbitre. Donc, même si les intellectuels vont réfléchir, le test va revenir au peuple congolais pour tester si réellement il soutient le président Tshisekedi dans sa vision, dans cette démarche. Et donc, mais là encore, s'il vous plaît, M. Isidore, à part quoi, là encore, il y a les évêques de la Cinco qui s'opposent déjà à cette démarche parce que s'il faudra faire intervenir le peuple, il faudra aller au référendum qui déjà coûterait à la nation qui est aujourd'hui confrontée à la situation sécuritaire, qui est confrontée au problème de la crise sociale. Tout ça, ces moyens pourraient être attribués ou affectés à autre chose que plutôt à organiser un référendum pour que la population se prononce sur la question. Le référendum est prévu, madame. Le référendum... Oui, le référendum est prévu, mais dans le contexte de notre pays actuellement, je vais arriver. Faudrait-il vraiment recourir à ce référendum, déjà parce que nous savons que ça nous coûtera beaucoup d'argent. Le peuple congolais, c'est d'abord... L'État congolais, c'est un État souverain. Ouais. Et donc, on ne peut pas empêcher au peuple congolais qui est souverain d'exercer, n'est-ce pas, son pouvoir. C'est-à-dire d'exercer sa souveraineté directement à travers les référendums. Si réellement ce référendum va nous conduire au bonheur, c'est-à-dire à la destinée d'un nouvel État, un État qui va permettre à ce que la gouvernance soit effectivement reposée sur le bien-être de la population, je ne vois pas mais comment... là aussi, si le besoin a été senti par la population, on croirait. Mais la démarche vient du chef de l'État. Voilà pourquoi les opposants aujourd'hui se disent, mais est-ce que cette constitution empêche-t-il le pouvoir à résoudre le problème des Congolais, à résoudre, à
à revoir le panier de la ménagère qui ne cesse de grimper actuellement, le problème de transport en commun, les embouteillages de route. Est-ce que la Constitution les empêche aussi à résoudre ces problèmes ou seulement il faudra résoudre des problèmes, des situations qui peuvent attendre 2028? Vous avez fini, madame. Je vous donne un exemple. Je vous en prie. La Constitution que nous avons aujourd'hui, elle est un peu meilleure par rapport aux autres constitutions que nous avons connues. Et quand même... Donc Joseph Kabila se réclame la paternité. Oui. Elle a stabilisé les institutions, on peut dire, de 2006 jusqu'à nos jours. Mais néanmoins, il faut dire, on doit dire certaines vérités, que cette constitution, il y a beaucoup de cacophonie. Je ne vois pas comment la République démocratique du Congo, aujourd'hui qui fonctionne avec 25 provinces, plus la ville de Kinshasa, trouver réellement sa voie du développement. Pourquoi? Parce que ces provinces-là deviennent charge pour l'État. Okay? Vous trouverez une pléthore d'effectifs au niveau des administrations du gouvernement. Voilà. Et donc, ça devient une charge pour l'État. Et pourtant, ces provinces devraient être constituées comme des structures qui devraient permettre à l'État d'assurer son développement à la base. Autrement dit, les centres d'impulsion du développement à la base, le foyer du développement, malheureusement, vous allez voir que on quitte 11 provinces en 10 provinces plus la ville de Kinshasa, en 25 provinces et plus la ville de Kinshasa. Moi, je trouve que c'est de trop. Pourquoi pas procéder à des réformes comme veut le chef de l'État, à des réformes constitutionnelles. Pour revenir oui, à l'ancienne configuration du pays. Mais si parfois on pourrait créer des provinces, la province ne pourrait pas être comme un organe ou une structure régionalisée. Ça pourrait être une entité territoriale décentralisée et que parfois on crée une structure comme région. Les régions qui seront par exemple organisées selon l'ancienne configuration du pays, et cela pourrait permettre, n'est-ce pas, d'abord d'avoir un État unitaire, parce que l'État unitaire renforce l'unité. Le pays est menacé. Nous ne pouvons pas oser d'aller très vite au fédéralisme, comme pensent les autres. Il faut avoir une constitution qui doit prôner le fédéralisme pour assurer le développement. Non, le pays est totalement menacé. Le constituant de 2006, elle a effectivement cherché une voie médiane pour sauver les deux tendances, les fédéralistes et les unitaristes. Mais quand vous voyez le fonctionnement de l'État aujourd'hui, ça ne marche pas. Alors, vous allez voir que c'est sous forme de fédéralisme. Il y a une certaine autonomie qu'on a octroyée aux provinces et cette autonomie crée le désordre et les provinces deviennent un problème pour l'État. Au lieu que les provinces aident l'État à résoudre des problèmes au niveau de la base, les provinces deviennent un problème pour l'État. Et donc, à mon avis, je pense qu'on doit réduire le nombre de provinces et définir clairement la forme de l'État. Parce que dans notre constitution, il n'y a pas une forme. On a une certaine forme hybride de l'État où on combine les éléments de l'unitarisme et du fédéralisme. Et donc, il faut définir la forme de l'État. Est-ce qu'il faut toujours accepter la nationalité congolaise et exclusive au moment où, même si nous disons on est un État souverain, on est un État indépendant, mais nous sommes frappés de plein fouet par la mondialisation. Et donc, nous devons réfléchir si réellement qu'on accepte de rester, c'est-à-dire accepter la nationalité congolaise, et exclusive, ou soit carrément quitter cette exclusivité de la nationalité congolaise pour inventer la double nationalité, parce que ça va permettre aux Congolais de l'étranger, à la diaspora, de venir investir en République démocratique du Congo en tant que citoyen congolais. En tant que citoyen congolais. Donc,
est-ce qu'il faut toujours laisser... Avec la fameuse proposition Voilà. qui n'avait pas marché des pères et de mères, Voilà. de heureuse mémoire, Voilà. ou de triste mémoire pour certains. Oui. Au niveau du pouvoir exécutif, madame, est-ce qu'il faut toujours accepter de rester dans... Parce que le régime congolais aujourd'hui, c'est un régime hybride qui combine les éléments du régime présidentiel et du régime parlementaire. Mais moi, je pense que il y a certains constitutionnalistes qui admettent que le régime congolais, c'est un régime primo-ministériel, c'est-à-dire partant du fait que c'est le Premier ministre qui définit la politique du gouvernement, voilà, la politique de la nation. Et donc, quand nous voyons toutes ces dispositions-là, est-ce qu'il faut adopter, rester dans un exécutif monocéphale ou soit instaurer un exécutif monocéphale ou rester dans l'exécutif bicéphale ou dualiste actuel. À mon avis, je pense que pour que le chef de l'État ou le président de la République travaille convenablement, il faut instaurer le monocéphalisme de l'exécutif, mais qui ne peut pas être transformé à la dictature, parce que les textes sont là, et les textes doivent être respectés pour que les attributions du président de la République soient réellement bien assurées. Ce qui porte à croire que vous soutenez la révision constitutionnelle. Oui, je soutiens la révision constitutionnelle dans le sens de restaurer un régime politique nouveau qui va s'adapter aux réalités de la République démocratique du Congo. On vient des élections. Vous allez voir que pour former le gouvernement, ça prend du temps. Parce que nous avons opté... il faut d'abord désigner un informateur, voilà, dénicher la majorité. Oui. Tout ça, ça prend du temps. Donc le modèle belge qui nous prend beaucoup de temps. Mais cela n'empêche pas que le gouvernement soit sortant constitué, puisse assurer les affaires courantes. Le gouvernement sortant doit assurer les affaires courantes. Vous savez que quand on vient des élections, l'élection, c'est une expression du peuple. Elles traduisent, les élections traduisent l'expression du peuple. Et quand le peuple s'exprime, on doit effectivement respecter sa volonté. Et donc, un Premier ministre démocrate, républicain, doit, au lendemain des élections présidentielles, même législatives, doit nécessairement déposer sa démission pour respecter la volonté exprimée par le peuple. Parce que c'est la voix du peuple en tant que souverain. Madame, dire que je suis pour la Constitution, la révision de la Constitution, nous voulons une révision de la Constitution qui ne va pas, en quelque sorte, profiter à un groupe d'individus, mais une révision constitutionnelle qui doit amener le peuple congolais dans son bonheur. C'est-à-dire quoi? Nous pouvons procéder à des réformes objectives, à des réformes qui doivent être adaptées à nos réalités actuelles. À nos réalités actuelles. Mais cela n'empêche, je répète, le peuple congolais en tant que souverain primaire, n'est-ce pas, de se prononcer pour dire que nous voulons basculer, le oui ou le non. Oui, nous voulons un nouvel État qui sera effectivement constitué, fondé sur telle ou telle idéologie et aussi qui va permettre à ce que l'actuel président de la République, par exemple, recommence un nouveau mandat. Et donc, il n'y a que le peuple congolais souverain qui peut se prononcer. Donc, très bien. Voilà, il y a Joseph Kabila, après 6 ans de règne de Félix Tshisekedi, qui refait surface aujourd'hui sur la question de la Constitution en formant un bloc. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, Addis Abeba, il a rencontré, ou ils se sont rencontrés avec son rival Moïse Katumbi. Tout ça pour
former un front contre cette révision de la Constitution. Et on entend qu'il y aurait un certain rapprochement aussi avec Martin Fayoulou. Votre lecture par rapport à Joseph Kabila qui est resté silencieux, mais qui rebondit sur la question de la révision constitutionnelle. Lui-même doit savoir qu'il a été le premier à réviser cette constitution en 2011. Et qui ne peut pas empêcher son successeur à le faire. Ah, oui. Donc, je pense que le président Kabila, l'ancien président de la République, doit au contraire soutenir les actions du président de la République. Parce que lui, si le plan institutionnel, si le plan constitutionnel, si le plan institutionnel ne peut plus faire l'opposition parce qu'il ne sera plus candidat président de la République. Il a épuisé ses deux mandats et il ne peut plus revenir au pouvoir. Mais en tant que père de cette constitution, il veut peut-être protéger, conserver, mais est-ce que c'est une constitution, madame, comme a dit le chef de l'État, je suis d'accord avec lui, il y a eu des professeurs que nous ne pouvons pas effectivement contredire leurs compétences. Très bien. Mais il faut savoir que c'est une constitution qui a été élaborée dans quel contexte? Il y a eu la guerre, les belligérants se sont réunis autour de la table en Afrique du Sud et ils nous ont imposé cette constitution. Partage du pouvoir. Vous avez vu à l'époque comment le référendum s'est effectué et comment le oui a l'emporté sur le non. C'était des mascarades. Et pourtant, vous allez voir que les belligérants qui ont laissé derrière eux les morts congolais, qui ont tué les Congolais, nous imposent une constitution. Ils nous imposent une constitution taillée sur mesure, une constitution qui repose effectivement par rapport à leur volonté, parce qu'il y a beaucoup de pièges. Tel cas va piéger un autre cas. Tel cas, il faut maintenant avoir une constitution réellement républicaine, une constitution réellement démocratique. Vous prenez par exemple l'article 70 de la Constitution, qui dit, à la fin de son mandat, le président de la République il reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Voilà. Vous trouvez ça normal? Même si on organise les élections, on est au-delà du mandat constitutionnel, il peut toujours rester en fonction. Donc, les constituants de 2006 ont voulu effectivement créer une sorte d'une présidence à vie. Dans ce sens-là, parce que même 20 ans, même 20 ans, 30 ans ou 10 ans, on ne peut pas organiser les élections, il reste en fonction. Jusqu'à ce qu'on va organiser de nouvelles élections et avoir un nouveau président de la République. Donc moi je pense que nous devons réfléchir. Réfléchir signifie quoi? Quittons d'abord nos divergences. En tant que Congolais, nous devons réfléchir pour dire, effectivement, il y a des failles. Nous devons avoir un texte constitutionnel qui doit adapter aux réalités de la République démocratique du Congo. Parce que vous allez voir que nous avons expérimenté le régime semi-présidentiel, que moi j'appelle le régime hybride, et parfois qui ne s'adapte pas à nos réalités, et parfois qui empêche le président de la République qui a reçu mandat du peuple d'exercer, n'est-ce pas, ses fonctions, parce que c'est un régime de balance. De l'autre côté, nous avons la majorité parlementaire qui peut menace. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons le président de la République qui n'est pas le maître de la conduite de la politique de la nation. Lui est resté dans son rôle d'arbitre, de fonctionnement régulier des institutions, des pouvoirs publics et de la continuité de l'État. Mais est-ce qu'il faut toujours avoir un exécutif? C'est ça que je suis en train de s'atteler. Avoir un exécutif bicéphale, à mon avis, je veux que les réformes constitutionnelles touchent aussi, n'est-ce pas, le régime politique, c'est-à-dire l'organisation politique qu'on peut avoir dans les pays. Moi, j'ai opté pour le régime présidentiel. Un régime présidentiel qui va permettre d'avoir un exécutif monocéphale. Un régime présidentiel
qui va nous éviter à cet équilibre de pouvoir entre pouvoir législatif, pouvoir exécutif, ou tel peut renverser tel peut voter une motion de censure, c'est-à-dire nous avons un président de la République, lui-même contrôle les autres membres de l'exécutif, et ça pourrait nous avancer. Parce que nous avons vu, même dans des pays voisins, dans des pays beaucoup plus anglophones, qui deviennent de plus en plus des pays qui avancent en termes sur le plan économique, c'est à partir du régime présidentiel. Moi, je pense que, madame, il est temps pour la République démocratique du Congo de ne pas toujours être sous le régime de l'Occident. Très bien, c'est la fin de cette émission. Nous pouvons réfléchir. Et la réflexion que nous pouvons avoir, c'est d'avoir un texte constitutionnel qui s'adapte à nos réalités sociales, économiques et culturelles. Voilà, de manière générale, parce que vous avez dit, on est presque vers la fin. Nous sommes arrivés au terme de cette émission de ce jour. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que nous avions reçu sur ces plateaux M. Isidore Apakwa, chef de travaux à l'Université pédagogique nationale UPN et puis au département de sciences économiques et administratives. C'était un plaisir de partager avec vous ce plateau et de décrypter l'actualité. Vous êtes, je crois, resté sur votre soif. Vous pouvez revenir quand vous voulez pour décrypter l'actualité avec nous sur Tribune dans Mondico Télévision. Et pour terminer, cette émission vous a été offerte par Mbiocar. Mbiocar, notre service de transport. Vous pouvez réserver pour vos problèmes de mobilité, vos sorties en toute sécurité. Appelez au 089 08 04 04. Voilà, c'est Mbiocar pour réserver votre moyen de déplacement. C'est la fin de cette émission. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver en 2025. Je vous retrouve très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. Merci. Merci, madame. Je suis très ravi.